Donc il fut ingénieur de recherche au CEA, donc la direction des applications militaires. Il travailla sur les problèmes donc, de la fusion inertielle. Donc il a présidé la commission énergie-environnement de la Société française de physique. Il est actuellement au conseil d'administration de l'association Sauvons le climat. Il est aussi auteur, co-auteur, co-éditeur d'ouvrages sur l'énergie et le climat, de nombreux ouvrages. Eh bien, je lui laisse la parole pour nous parler de la fusion nucléaire. Merci. Donc d'abord, merci pour l'invitation. Donc, Jackie Roussel vient de dire que les conférences étaient inspirées par l'actualité, les thèmes des conférences. Or, c'est précisément ce qui vient de se produire à propos de la fusion. Il y a une actualité de la fusion nucléaire dont je vais vous parler. Alors, voilà. Ensuite, pour placer un peu cette actualité dans une longue histoire, hein, puisque les recherches sur la fusion nucléaire contrôlée ont commencé dès les années 50. Donc vous voyez, ça fait déjà un très long délai. Et on fera un petit peu le point sur, pas sur évidemment l'ensemble de ce qui se fait, qui est gigantesque, mais sur les approches qui actuellement sont les principales en vue de réaliser un réacteur à fusion nucléaire. Alors, il y a deux approches. Une qu'on peut considérer comme un feu doux, c'est ce qu'on appelle le confinement magnétique. Je donnerai quelques informations là-dessus. Et c'est ce qui conduit au projet ITER, donc, qui a fait l'actualité récemment. Et puis il y a une autre façon, c'est de réaliser un feu explosif, donc quelque chose qui ressemble à ce qui se passe dans un moteur à combustion interne, donc qui est la voie de la National Ignition Facility en Californie et du laser mégajoule en France. Et là aussi, il y a une actualité récente. Donc dans les deux cas, il y a une longue histoire évidemment que dans les détails desquels je n'entrerai pas, mais simplement ça situera un peu l'actualité par rapport à ces deux thèmes principaux. Et puis je terminerai par quelques perspectives d'avenir. On verra ce qu'il faut en penser. Donc, l'actualité, la voilà. Il y a des mauvaises et il y a des bonnes nouvelles. Alors, les mauvaises nouvelles sont arrivées à la fin de l'année dernière. Les deux, d'ailleurs, sont arrivées à la fin de l'année dernière. Les mauvaises nouvelles concernent ITER, où, dans des composants cruciaux, on a découvert des fissures. Alors ça, c'est quelque chose qui avait été découvert à la fin de 2021, quand les éléments correspondants qui avaient été construits en Corée ont été livrés. Et puis, ça a été mis sous le coude pendant un an. Ça, je pense que c'est dû à la personnalité de Bernard Bigot, qui était le Français chef de ce projet jusqu'au milieu de l'année dernière, où il nous a malheureusement quittés. Et le successeur, lui, a laissé filer les informations, ce qui a permis d'ailleurs aux antinucléaires habituels de titrer, vous voyez, des fissures détectées dans le méga projet démoniaque de fusion nucléaire à Cadarache. C'est pour vous dire un petit peu l'état d'esprit de ces gens qui sont dans le sud-est de la France, et qui m'est arrivé d'ailleurs de rencontrer. Alors, ça, c'est le côté mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle concerne au contraire le côté inertiel de la fusion. Et vous voyez, Science et Avenir a titré sur le net, et je pense dans un de ses prochains numéros, Fusion nucléaire, comment les physiciens nucléaires ont décroché le Graal. Ce qui est un titre un petit peu en avance sur ce qu'on pourrait appeler la quête du Graal, qui est une représentation mythologique de la fusion, de la recherche sur la fusion nucléaire. Et puis il y a des
des instances qui réfléchissent un petit peu, qui disent que finalement ITER, c'est peut-être la clé dans ce qu'on appelle en anglais la sustainability, et bon, en français c'est le développement durable. Alors ça aussi c'est certainement légèrement optimiste. Alors, pour replacer cette actualité dans le contexte général de la fusion, il faut poser la question pourquoi recherche-t-on l'utilisation de la fusion nucléaire? Alors, il y a d'abord des considérations énergétiques relativement simples à partir des réactions qui sont à l'œuvre, soit lorsqu'on a affaire à des réactions chimiques, donc typiquement la combustion du carbone, qui produit le CO2 dont on aimerait tant se débarrasser. Ensuite, vous avez la fission de l'uranium qui, par rapport à la combustion du charbon, est potentiellement par unité de masse et 60 000 fois plus intéressante. Donc potentiellement, vous voyez, il y a un facteur considérable dans la quantité d'énergie qu'on peut extraire d'une masse donnée de combustible. Et pour la fusion, qui concerne ici des isotopes lourds de l'hydrogène, eh vous gagnez encore un facteur qui est de l'ordre un petit peu inférieur à 200. Donc c'est déjà une motivation pour voir si la fusion ne pourrait pas être utilisable sur la Terre, sachant qu'elle fonctionne admirablement bien dans les étoiles comme le Soleil. Alors il y a des différences entre la fission et la fusion que j'ai cataloguées ici. Donc dans la fission, comme vous le savez, on casse des noyaux lourds avec des neutrons. Donc ce qui est très pratique. Le neutron, c'est une espèce de pierre philosophale qui transforme les éléments les uns dans les autres, ou qui crée même des éléments. Et donc on doit gérer des flux de neutrons, et ça se passe dans des milieux dont la température ne dépasse pas 1000 K. Alors, dans des unités de physiciens, c'est 1/10 d'électronvolt. Mais ça produit des déchets haute activité à vie longue, qui sont des produits de fission. Et ce qui s'est passé dans l'histoire de la fission, c'est qu'il y a quelque chose de tout à fait singulier quand on regarde l'histoire des sources d'énergie à la disposition de l'humanité, c'est que le passage des concepts et des découvertes de base aux réalisations au stade industriel a été ultra rapide. Merci la Deuxième Guerre mondiale. Dans le cas de la fusion, c'est une approche tout à fait différente. On veut coller entre eux des noyaux légers. Donc il y a des barrières de potentiel à franchir, ce qui évidemment est un obstacle important. Donc on est amené à gérer des flux de particules chargées. Ça se gère par la température. Et les températures dont on a besoin sont celles qui règnent au cœur des étoiles, c'est-à-dire c'est 100 millions de degrés. Donc en unité de physicien, c'est 10 kV. Alors, si on n'utilise que la fusion, donc c'est une précaution oratoire sur laquelle je reviendrai à la fin de l'exposé, les déchets radioactifs sont limités à des matériaux activés. Je crois qu'on peut considérer que c'est facilement gérable. Et puis, contrairement à ce qui s'est passé pour la fission, on en est toujours au stade des recherches, au bout de 70 ans de recherche. Alors, juste un petit rappel historique. Donc, l'apparition de la fusion dans l'histoire des sciences, ça s'est produit en 1919, et c'est Jean Perrin qui a été le premier à imaginer que ce qui pouvait se passer à l'intérieur du Soleil étaient des réactions de fusion nucléaire. Et ça a été repris par Eddington. Et Eddington, dans la littérature, et en particulier chez les astrophysiciens, est le seul à être cité, alors que Eddington lui-même reconnaît l'antériorité de Jean Perrin. Et puis pour le sujet qui nous intéresse ici, il y a 2 travailleurs émigrés
aux États-Unis bien connus, qui sont George Gamow, hein, c'est celui de Mr. Tompkins, et puis Edward Teller, ça je pense que c'est un nom qui est familier à tout le monde, qui ont imaginé le régime thermonucléaire, c'est-à-dire des réactions qui se produisent dans un milieu à très haute température, et eux, ils ont fait les premiers calculs, ça se passait en 1938. En 1938, il n'y avait pas d'ordinateur, donc ils ont trouvé les astuces pour faire des calculs à la main. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, je vais simplement insister sur une caractéristique de ce qu'on aura dans un réacteur à fusion, c'est qu'à partir du moment où il faut un milieu à haute température, ça veut dire qu'on l'a chauffé. Et donc à partir de ce chauffage, il y aura des réactions. Évidemment, quand vous passez les produits de réaction, leur énergie se compte en MeV, donc c'est-à-dire il y a un facteur pas loin de 1000 entre l'énergie des particules dans le milieu qui réagit et l'énergie des produits de réaction. Donc ça veut dire qu'il y a un facteur d'amplification. Et en fait, la fusion thermonucléaire, c'est quelque chose qui agit comme un amplificateur d'énergie, et ça à peu près dans tous les cas de figure de toutes les configurations qu'on a pu imaginer. Alors cette maîtrise, donc il y a une certaine parenté entre le régime thermonucléaire et le feu, c'est pour ça que je parle de feu thermonucléaire, et évidemment, le problème, c'est de tirer parti d'un facteur d'amplification qui, bon, tout peut bien peser, parce que j'ai été un petit peu vite dans la présentation, mais c'est un peu plus subtil, et de l'ordre de 500. Alors on peut faire ça à feu doux, c'est-à-dire on a quelque chose qui brûle lentement, et le défi, c'est de maintenir le plus longtemps possible à cette température de 100 millions de degrés, en l'isolant de toute paroi, parce qu'évidemment, 100 millions de degrés près d'une paroi, ça va pas. La conduction va être telle que ça va tout de suite éteindre le feu. Donc il faut isoler de toute paroi, et la seule façon de le faire ça, c'est avec du champ magnétique. Et le milieu qu'on isole, ce milieu à haute température, c'est ce qu'on appelle un plasma. Et ce plasma doit avoir une densité faible, et il y a un certain nombre de conditions sur lesquelles je vais revenir. Alors, l'autre possibilité, c'est de faire ce qu'on fait dans nos moteurs thermiques à combustion interne, c'est d'avoir l'explosion d'une petite quantité de matière. Et alors là, c'est pas beaucoup, hein, dans le cas de la fusion, c'est des microgrammes à cause de la densité d'énergie potentielle dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que si vous en mettez des kilos, c'est plus un réacteur de fusion nucléaire, c'est une bombe. Et c'est ce qu'on appelle le confinement inertiel. Dans tous les cas, donc, il y a cette température, il faut atteindre ces températures élevées de 100 millions de degrés. Et donc le milieu réactif, c'est un plasma. Alors ça, le plasma, c'est quelque chose d'absolument horrible. Je dirais c'est un champion dans l'infiniment complexe. Il y a toute la complexité de la dynamique des fluides, parce que c'est du gaz, et donc il y a tout ce qui peut se passer dans un fluide. Mais en plus, les objets élémentaires sont chargés, ce qui leur confère au milieu une extrême sensibilité à toutes les échelles aux interactions électromagnétiques, aux champs électromagnétiques internes ou externes. Et donc, ça complique singulièrement la dynamique de ces milieux par rapport aux simples fluides neutres. Donc, vous voyez un peu dans quoi on s'engage. Alors, une caractéristique des plasmas que je signale parce qu'elle a une conséquence dans la conception des réacteurs à fusion numérique, à magnétique, c'est que c'est un milieu qui est un excellent conducteur à haute température. Quand vous atteignez des températures de 100 millions de degrés dans l'hydrogène, vous avez une conductivité qui est à peu près celle d'un supraconducteur. Alors les propriétés sont complètement différentes, mais le résultat est le même. Donc il ne faut pas compter sur l'effet Joule pour faire quelque chose. Alors en plus, vous avez tous les aspects
un peu regrettable du plasma, c'est le siège de mode d'oscillation, c'est instable, c'est turbulent, et vous pouvez en rajouter dans tous les sens. Comme je vous l'ai dit, c'est un champion dans le domaine de l'infiniment complexe. Sachant ça, on va essayer de créer là-dedans des réactions nucléaires de façon contrôlée. Alors ces réactions, vous les avez ici. Alors ce ne sont pas les réactions de l'hydrogène lui-même, comme dans les étoiles. Dans les étoiles, ce sont des noyaux d'hydrogène, c'est-à-dire des protons qui réagissent entre eux. C'est une interaction faible, heureusement, parce que si ça n'était pas une interaction faible, le Soleil aurait depuis longtemps explosé et nous ne serions pas là pour en discuter. Donc il faut recourir aux isotopes lourds de l'hydrogène, et il y en a un qui est un petit peu une curiosité dans le domaine de la physique nucléaire, c'est le deutérium, qui est un noyau qui est à la fois stable et peu lié. C'est-à-dire qu'on peut très bien traiter les réactions en faisant venir successivement et séparément le proton et le neutron du noyau de deutérium. Et ce deutérium, il réagit sur lui-même en donnant soit du tritium, soit de l'hélium-3, et dans un cas, il donne en même temps un proton, et dans l'autre cas, un neutron. Donc, tout ça, c'est des produits de réaction qui sont chargés et qui peuvent déposer leur énergie dans le milieu. Et sur chacun de ces noyaux produits, donc le tritium, qui est l'hydrogène super lourd, et l'hélium-3, le deutérium lui-même peut réagir. Avec le tritium, ça donne directement de l'hélium-4, donc ça c'est le but de l'opération de la fusion, parce que c'est un noyau très stable, et c'est le produit final des réactions nucléaires dans les étoiles, avec en plus un neutron, et ça peut aussi réagir sur l'hélium-3. Alors il se trouve que dans toutes ces réactions, la plus accessible, et je vous montrerai pourquoi dans la planche suivante, c'est celle du deutérium-tritium. Mais il y en a deux qui sont plus intéressantes que les autres. C'est les deux suivantes. C'est deutérium, hélium-3 et proton-boron. Alors ça, c'est plus du tout une réaction du deutérium parce qu'elles sont aneutroniques. Il n'y a pas de neutrons, donc pas de risque d'activation. Et ça peut être très intéressant du point de vue des déchets nucléaires. Alors, je vous prouve ici que c'est bien le deutérium-tritium qui est la meilleure réaction et la plus facile à atteindre. Donc vous avez ici les taux de réaction en fonction de la température du milieu. Et vous voyez que le deutérium-tritium est de très loin le plus accessible. Et surtout par rapport au deutérium-deutérium. Et les réactions neutroniques, il faudrait gagner en gros, vous voyez, un facteur important sur la température pour atteindre des taux de réaction qui soient comparables à celles du DT. Donc voilà un petit peu le paysage de la physique nucléaire de base, de la fusion nucléaire. Alors, je vais commencer par vous parler du confinement magnétique qui va nous conduire jusqu'au projet ITER. Donc je vous ai dit qu'il fallait isoler un plasma chaud et très peu dense de toute paroi par du champ magnétique. Alors la configuration qui est la meilleure pour ça, c'est une configuration d'un autre plasma dont il a été montré il y a très longtemps, c'était en 1968, que par rapport à tout ce qui avait été imaginé dans les débuts de la fusion, où les gens étaient très créatifs dans le domaine des configurations magnétiques, eh bien, ça produisait des résultats qui étaient bien meilleurs que tout le reste. Alors, comme ça avait été fait par des Russes, du côté occidental, on s'est un peu méfié, et il y a eu une expédition, et je dis bien expédition parce que c'est comme ça que ça s'est passé, ça m'a été raconté par un de ceux qui avaient fait cette vérification, qui sont allés à Moscou, au Kourtchatov, vérifier sur une des machines sur lesquelles on avait observé effectivement des résultats très supérieurs à ce que tous les autres avaient obtenu,
que ces résultats étaient bien réels. Alors, il y avait deux machines qui avaient produit des résultats, et sur l'une, les résultats étaient bien réels, sur l'autre, ils étaient pour le moins douteux. Donc ça, c'est de la petite histoire que je raconte au passage. Alors voilà, le tokamak, c'est un noyau de plasma et qui a la particularité d'être parcouru par un courant. Et c'est important parce que ce courant crée du champ magnétique qu'on appelle poloïdal, donc dont les lignes de champ entourent l'anneau de plasma. Vous les voyez ici en vert. Et puis vous mettez cet anneau de plasma à l'intérieur d'un solenoïde replié, ce qui vous met des lignes de champ ici suivant les grands cercles du tore. Et puis vous avez en plus des enroulements qui créent du champ parallèle à l'axe de la machine, et ça permet d'ajuster la carte de champ et par rapport à l'anneau de plasma. Alors cet anneau de plasma lui-même, si on regarde sa densité d'énergie, donc il est à une densité particulière qui est très basse, qui est de 10 puissance 14 par centimètre cube. Je vous rappelle que l'atmosphère, c'est 10-19, vous voyez qu'on est presque dans le vide. Il est à 100 millions de degrés et sa densité d'énergie représente une fraction relativement faible, qui est de l'ordre de 5% de la densité d'énergie totale, qui est représentée essentiellement par du champ magnétique et qui doit évidemment être uniforme à travers toute la configuration, qui est supposée être à l'équilibre. Donc voilà la configuration qu'on appelle le tokamak. Alors, évidemment, il faut chauffer, il faut créer le plasma, et pour ça, eh bien, l'anneau de plasma, c'est le secondaire à un tour d'un transformateur. Alors vous avez le primaire, quelque part le long de l'axe, alors lui, les tours sont multiples, et puis le secondaire, c'est cet anneau de plasma conducteur à un tour. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'avais téléphoné un petit peu ce que je vais vous dire maintenant, à la température de 100 millions de degrés, et même bien avant, le plasma est un excellent conducteur, et donc si au début, donc à partir du moment où vous avez un transformateur, ça veut dire que le fonctionnement va être pulsé. Donc il y a une montée de courant dans le primaire, et qui va induire une montée de courant dans la chambre à vide dans laquelle on a introduit ce qu'il faut de deutérium tritium. Et puis il y a à partir d'un moment, quand la température, donc ça va chauffer par effet Joule, ça va complètement ioniser ce gaz extrêmement dilué. Et puis quand il sera complètement ionisé et que la température atteindra quelque chose comme 10 millions de degrés, l'effet Joule ne va plus opérer. Donc il va falloir ajouter de l'énergie, et ça peut se faire de plusieurs façons. Donc ce qui a été retenu dans les machines qui ont fonctionné et dans les futures machines, c'est soit d'injecter des neutres de haute énergie, donc qui vont en plus compenser la combustion des isotopes d'hydrogène qui sont là-dedans. Donc ça, c'est une façon de faire. Et puis une autre façon, c'est d'injecter des ondes électromagnétiques qui peuvent être absorbées par le plasma, mais ces ondes électromagnétiques peuvent avoir un autre rôle. Je vous ai dit que le fonctionnement était pulsé, ça veut dire que c'est limité dans le temps. Donc vous avez une espèce d'impulsion de courant trapézoïdal, au bout duquel, évidemment, le fonctionnement de la machine va s'arrêter. Mais on peut le prolonger parce que, avec des ondes électromagnétiques d'une configuration, évidemment, qui a été étudiée soigneusement, eh bien, on peut induire des courants dans l'anneau de plasma, et à ce moment-là, la configuration reste elle-même au-delà
de l'impulsion de courant qui lui a donné naissance. Donc voilà les ingrédients principaux d'un tokamak et son fonctionnement. Alors il y a des critères généraux auxquels il faut satisfaire. Alors il y en a qui sont valables pour toutes les machines à fusion magnétique, et c'est le célèbre critère de Lawson qui a été énoncé en 1957, dans lequel le produit de la densité particulière par le temps de confinement doit être supérieur à la valeur que vous avez ici, 10 puissance 14 par centimètre cube seconde, couplé à la température de 10 puissance 8, donc 100 millions de degrés, nécessaire à un bon taux de réaction. Ce qui a donné on a groupé finalement les deux conditions d'une seule, sauf que le temps ici n'est pas le même. Et dans ce qu'on appelle le triple produit, donc dans le critère de Lawson, c'est le temps de confinement total pendant lequel le plasma va rester dans sa configuration qui est pris en considération. Dans le triple produit, c'est ce qu'on appelle le temps de confinement d'énergie, c'est-à-dire la constante de temps de refroidissement quand vous coupez tous les apports d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, une propriété physique, alors que le temps de confinement, lui, c'est le temps qui sera déterminé par les ingénieurs qui auront construit la machine. Alors il y a un critère spécifique au tokamak qui est important parce qu'il sert dans le dimensionnement des machines, c'est qu'il y a une proportionnalité entre le carré du courant donc, qui parcourt l'anneau et ce fameux triple produit. Donc, ce qu'on appelle le critère de Goldstone, qui a été énoncé en 1984 à Princeton, aux États-Unis. Donc tout ça, on va rechercher à obtenir ces conditions. Et vous voyez que pour obtenir un triple produit qui a des valeurs qui nous intéressent, eh bien, il va falloir augmenter l'intensité du courant, c'est-à-dire grossir la machine. Donc dans une certaine mesure, on est condamné au gigantisme. Et on va voir comment ça se présente, puisque donc, on a construit au cours du XXe siècle, donc depuis 1970, des machines de plus en plus grosses, donc effectivement, qui ont eu des triples produits de plus en plus élevés. On verra à la fin, je reviendrai là-dessus tout à fait à la fin dans les perspectives. Et c'est ça qui a conduit au projet ITER. Alors jusque à l'année 1985, je dirais, c'est les scientifiques qui ont eu la main. Encore que, il y a eu une machine européenne, donc qui a un petit côté politique, qui a entraîné là aussi quelques désagréments. Mais je ne vais pas insister là-dessus parce que on va retrouver la même histoire avec ITER. Donc, à partir des résultats qui avaient été obtenus, disons, entre 1970 et 1980-90, il s'est passé un événement. À la fin de ça, vous reconnaissez ici, sur cette image, au moins deux personnages. Donc, Reagan et Gorbatchev. Donc, ils ont effectivement il y a eu deux réunions en 1985, une à Reykjavik et l'autre à Genève. C'était une période de détente dans la guerre froide. Et ils ont estimé que ça serait bien qu'il y ait un projet commun Est-Ouest, où des scientifiques des deux côtés du rideau de fer pourraient collaborer, alors que à cette époque-là, ils menaient des projets complètement différents. Il y avait, je dirais, un projet de machine au-delà des machines en fonctionnement par continent.
Donc c'était pas idiot, a priori, de regrouper tout ça. Et c'était d'autant moins idiot que vous avez ici deux compères qui étaient les conseillers scientifiques. Donc Trivial Peace, c'est les Chevaliers au deuxième plan, et au premier plan, c'est Evgeny Velikov, qui étaient chacun des physiciens des plasmas de la fusion, qui étaient conseillers scientifiques de leurs présidents respectifs, et qui ont insisté pour que, justement, ce soit une machine à fusion qui soit ce projet commun, en somme, de marqueur d'une bonne entente Est-Ouest. Donc c'est comme ça qu'est apparu le projet ITER, donc la voie, si on considère que c'est un mot latin. Alors ce programme ITER, c'est pas seulement la machine qui est en construction à Cadarache. C'est des tas de choses. Il y a des machines annexes, c'est-à-dire toutes les machines qui étaient déjà en fonction, mais qui évidemment ont été remises au goût du jour pour participer au programme ITER. Donc il y a une machine européenne, une machine à Cadarache, donc qui s'appelait Torsupra, qui est devenue Ouest, une machine en Allemagne, une au Japon, il y en a en Chine, il y en a un peu partout. Et puis, en même temps, il y a un programme spécifique, parce qu'au niveau où devait fonctionner a priori ITER, c'est-à-dire que ce soit un vrai réacteur à fusion, eh bien, les flux de neutrons sont supérieurs à tout ce qu'on avait jusque-là rencontré dans les réacteurs nucléaires habituels, les réacteurs à fission. Donc, il fallait une étude de matériaux pour savoir quels matériaux étaient convenables pour résister à des flux de neutrons qui dépassent les flux actuellement disponibles, donc supérieurs à ce qu'on trouve par exemple à Grenoble, à l'ILL. Donc ça fait partie du programme. Alors en fait, là on va tomber sur le premier malheur d'ITER, c'était les équipes de projet donc, ont été rassemblées, elles ont travaillé ensemble, et ils ont construit un projet dans lequel l'intensité était de 20 MA, avec, vous voyez les dimensions de l'anneau, ce qui représente un volume de plasma de 2000 m3, c'est déjà important. Et il faut bien voir là-dedans que la masse de deutérium tritium dans le plasma, c'est 2 grammes. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais ça, c'est à cause de la densité d'énergie par unité de masse, d'énergie potentielle par unité de masse des réactions de fusion. Et puis la puissance de fusion était de l'ordre du gigawatt. Bon, le comité de pilotage, quand il a vu ça, bon, il a approuvé le projet, mais quand il a vu la facture, il a dit c'est pas possible, on n'aura pas les moyens, qu'est-ce que vous pouvez nous faire pour la moitié du prix? Alors ce qu'on a fait, ce que les équipes de projet ont fait pour la moitié du prix, c'est ce que vous avez sur la colonne tout à fait à droite en rouge, où l'intensité est descendue à 15 MA. Je vous rappelle que c'est le carré de l'intensité qui compte. Et donc ça vous fait une machine avec en gros 2 fois moins de volume de plasma, 2 fois moins de matière et 2 fois moins de puissance potentielle, et sans couplage à une machine électrique qui renverrait de l'électricité sur le réseau. Donc vous voyez que les ambitions sont considérablement moindres que les ambitions de départ. Alors, une brève description d'ITER sur cette figure, où vous voyez un éclaté et puis une coupe le long d'un plan méridien. Donc vous voyez la forme de la section droite, si vous voulez, du plasma. Donc cette forme en pincée avec ici un truc qu'on appelle le divertor qui est fait pour évacuer tout ce qui n'est pas du deutérium tritium. Et puis vous avez des éléments ici que j'ai entourés
de rouge parce que c'est une singularité de ces machines, c'est une bizarrerie qui n'est pas évidente a priori. Donc, vous avez le plasma, et puis tous ces éléments, marqués en rouge, sont à la température d'hélium liquide. Parce que les bobinages qui produisent les aimants sont avec des aimants supraconducteurs, et la technologie disponible au moment des projets, c'était essentiellement les supraconducteurs à l'hélium liquide. Donc toute cette machine est plongée dans de l'hélium liquide. Alors évidemment, ça peut paraître a priori complètement farfelu de faire voisiner 100 millions de degrés d'un côté et la température de l'hélium liquide à proximité. Ben, il se trouve que ça marche. Ça a été les premiers qui ont proposé ça dans les années 70, évidemment, ils ont dû batailler pour montrer que ça marchait. Et puis on a, à Cadarache, on a maintenant pas loin de 40 ans d'expérience sur ce voisinage entre des températures extrêmement élevées de dizaines de millions de degrés et de l'hélium liquide. Alors, le chantier, comme vous le savez, avance et il y a des étapes importantes qui ont été réalisées. Alors, une importante, c'est qu'il se trouve que Cadarache, vous voyez où c'est dans la vallée d'Adurance, c'est sur une zone sismique. Il y a une faille pas loin, il y a eu quelques tremblements de terre sévères dans le passé. Sévères, mais pas au point de celui d'il y a quelques jours en Turquie. Donc il faut que l'ensemble résiste. Sur l'échelle de Richter, ça doit résister à quelque chose, pas tout à fait 6, ce qui est très au-dessus des tremblements de terre historiques dans la région. Donc il y a une... Et donc vous avez ici les plots sur lesquels va reposer la dalle qui elle-même supporte la machine. Alors vous voyez ici une vue du chantier en 2022 et la machine elle-même, le tocomate va se retrouver dans ce grand bâtiment ici où il est en cours de montage. Vous voyez donc la colonne centrale sur laquelle seront enroulés les éléments du primaire du transformateur et puis les premiers éléments qui sont arrivés. Alors ils sont d'une taille assez vaste. Vous voyez ici, pour donner l'échelle, un monteur qui doit avoir, en plus de ses qualités professionnelles, doit avoir des qualités d'alpiniste. Alors c'est dans ces éléments-là qu'il y a eu les fameuses fissures qui ont été détectées à la fin de 2021. Et ça a été un malheur d'ITER de plus, parce que ITER en a finalement connu beaucoup. Donc le premier, ça a été le refus du projet en 98, donc projet jugé trop coûteux pour un résultat incertain. Après, évidemment, il y a eu tous les antinucléaires, il y a eu, bon, évidemment, une phase qui est toujours très lente. C'est quand vous avez un projet international, il faut savoir où on va le mettre. Donc ça prend 2 ans, avec 2 ans qui tournent autour d'un concours de beauté. J'avais assisté au concours de beauté pour ITER, ça se passait à Lyon en 2002, c'était assez amusant, quand on n'est pas directement dans le coup, de voir comment les différents sites valorisent leur emplacement. Alors finalement, c'est le site de Cadarache qui était de très loin le meilleur, ceci en toute objectivité, parce que les Japonais en particulier avaient proposé un site dans le nord du Japon. C'est un peu comme si l'Europe avait proposé un site en Laponie. Enfin, vous voyez à peu près la compétition n'était pas spécialement équitable là-dessus. Puis ensuite, vous avez eu différents reports, parce qu'il se trouve qu'il y a des traités qui régissent le programme ITER, donc ça ne cesse pas d'être un programme politique. Il y a des traités à respecter, mais ces traités ne permettent pas de bien contrôler le budget. Donc ça a été de dérapage en dérapage, parce que finalement,
participants au projet ITER sont censés être chacun maître de son budget. Et évidemment, c'est très difficile dans ces conditions-là de contrôler un budget. Alors il semble que Bernard Bigot, qui a été le patron du truc pendant 7 ans, il soit quand même assez bien arrivé, mais il y a eu 2 directeurs japonais qui ont été virés parce qu'ils ne tenaient pas le budget. Donc ça a fait reculer. Donc il y a ici un certain nombre de dates. Vous voyez, il y avait des dates contraignantes qui évidemment n'ont pas été respectées. Et puis alors évidemment, en plus, avec la détection des fissures, ben, il y a un interlocuteur de plus qui est intervenu, c'est l'ASN, qui a dit oh, attention, hein, c'est une installation nucléaire de base, donc ça relève du point de vue de la sûreté de l'étendue de mon territoire, donc vous arrêtez le programme tant que j'ai pas fait les bons contrôles. Alors on en est là actuellement sur ITER. Donc c'est ça les mauvaises nouvelles dont je parlais tout à fait au début. Alors vous voyez que bah, les choses avancent vraiment lentement. Donc sur la fusion, on a commencé, donc sur la filière tokamak, on a commencé environ en 70. Et il se trouve que pendant le XXe siècle, les avancées ont été rapides et que la lenteur dont je fais état n'est en réalité qu'apparente. Vous avez ici, donc, pour chaque machine, on a le triple produit, et vous voyez que les triples produits ont progressé d'un nombre respectable d'ordre de grandeur entre 1970 et la fin du siècle. Et c'est comparable à ce qui s'est passé dans le domaine des processeurs informatiques, par exemple. Vous avez ici donc tout ce qui n'est pas en rouge entouré de noir, c'est relatif à des processeurs informatiques. Vous voyez que les progrès ont été tout à fait convenables. Et ce n'est vraiment que depuis ce projet international ITER, avec sa lourdeur et sa bureaucratie internationale, plus la multiplicité des partenaires et des organismes qui interviennent, évidemment, ça ralentit considérablement le projet. Alors, on prévoit quand même une suite. Ce qui va succéder à ITER, normalement, c'est un réacteur qu'on appelle DEMO, donc, qui est déjà sur les planches à dessin depuis pas mal de temps. Hein. Enfin, sur les planches à dessin. Vieille école. Hein. Il est dans les disques durs. Parce que maintenant, c'est uniquement de la CAO. Hein. Donc, alors pour quand? Alors j'avais publié un bouquin en 2011, vous voyez, il y a une dizaine d'années, dans lequel j'avais donné ce planning, passage d'ITER, donc premier plasma qu'on aurait dû avoir en 2019, le DT dans 2 ans, et puis un certain nombre de durées d'expérimentation qui mèneraient jusqu'en 2040. Et puis le projet démo qui est déjà sur les planches et puis qui, je dirais, branché sur la machine en cours de route, eh bien, avancerait au pas que j'avais indiqué ici. Alors, évidemment, il faudrait plutôt réviser de cette façon-là, donc ça c'est au doigt mouillé. Hein. Mais vous voyez, premier plasma dans un nombre respectable d'années, et l'expérimentation d'ITER sera un projet donc, qui devrait jusque vers 2070 pour faire tout ce qu'on veut réaliser. Et à ce moment-là, la démonstration de réacteurs est repoussée assez largement vers la fin du siècle 21e. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'état de la question en matière de tokamak et où en est le projet ITER. Je vais passer maintenant au confinement inertiel avec les lasers de la classe mégajoule. Alors, comme je vous avais dit,
le confinement inertiel, ça ressemble à ce qui se passe dans un moteur à combustion interne, sauf que dans un moteur à combustion interne, la compression se fait à une dimension, dans le cylindre, je vais dire un piston, alors que là, on veut faire une compression à 3 dimensions en maintenant l'objet qu'on est en train de comprimer dans une géométrie aussi sphérique que possible. Parce que si ça commence à s'écarter de la géométrie sphérique, évidemment, ça va mal se terminer. Si au lieu d'une sphère comprimée, vous avez une espèce de galette comprimée n'importe comment, ben, vous n'aurez évidemment pas le même rendement à la fin. Alors je vous ai dit que les masses... Alors il y a une condition qui remplace celle de Lawson, ou qui l'accompagne, c'est que le produit de la masse volumique par le rayon de la sphère soit supérieur à 2 grammes par centimètre carré. Et vous allez voir où on en est un petit peu plus loin. Alors là aussi, il y a le côté un peu insolite, ou si vous préférez un peu dingue, vous avez ici le contraste entre ce qu'il faut pour avoir les faisceaux laser qui permettent la compression. Donc pour créer ces faisceaux laser, il vous faut quelque chose qui tient dans un bâtiment de 300 mètres de long. Donc ça, c'est le nôtre, hein. C'est pas celui des Californiens, c'est le nôtre dans la forêt landaise, qui a disparu dans ce coin-là. Vous l'avez ici, et tout ça pour irradier quelque chose qui fait 2 millimètres et qui tient sur un doigt. Donc il y a aussi là le côté un peu... Ça fait partie des côtés dingues de la fusion, mais apparemment, on sait que ça peut marcher malgré cet aspect complètement insolite. Alors, ce qu'on fait, je dirais la meilleure façon de s'y prendre, c'est pas d'attaquer directement l'objet à comprimer avec les lasers, avec les faisceaux laser. Au contraire, c'est d'avoir une cavité que vous avez représentée ici, et vous faites donc c'est un cylindre, vous avez un axe horizontal, c'est un cylindre donc à peu près le rapport d'aspect d'une canette de Coca-Cola, mais en beaucoup plus petit. Vous faites entrer les faisceaux laser par les deux bouts et ils créent des plasmas par interaction sur la face interne, des plasmas qui rayonnent, et c'est ce rayonnement thermique, donc qui est un rayonnement comme celui du Soleil, mais à une température beaucoup plus élevée, qui va interagir avec la cible pour la comprimer. Alors évidemment, on y perd un peu en rendement énergétique, mais on y gagne en qualité de la compression, puisque c'est comme ça qu'on est à peu près sûr qu'on pourra maintenir la géométrie sphérique aussi longtemps, ou presque, qu'on en aura besoin. Alors juste pour vous montrer les dimensions, vous voyez à peu près, ça fait 1 cm. Alors vous avez ici, ça c'est une photo qui avait été faite pour la pub, mais pour la pub auprès des autorités américaines, parce que pendant longtemps ça a été un secret d'État, et qui n'a été publié que bien des années après, au début des années 90. Donc ça vous donne une idée des objets qu'on manipule dans cette voie vers la fusion. Alors, il y a eu un premier événement qui date du 8 août 2021. Vous avez ici donc, la façon dont est organisée la cible. Vous avez les entrées des faisceaux laser. Donc, c'est une canette donc, sur laquelle qui est plaqué or, mais à l'intérieur, parce que c'est un très bon générateur de rayonnement. Donc il faudra peut-être trouver moins cher si on passe au stade industriel. Et puis, vous avez la description de la cible ici, dans laquelle, donc dans ce ballon de verre, vous avez
quelque chose qui va recevoir le rayonnement secondaire, se transformer en plasma et permettre, donc par la pression créée, va permettre d'imploser la cible. Et la cible, elle a deux couches du point de vue de la fusion qui sont intéressantes. C'est une couche cryogénique d'été, alors qui sera à l'état solide, et au centre, et qui occupe une grande partie du volume, c'est du gaz, d'été gaz sous pression. Et c'est ce genre de cible, avec les impulsions qui sont dessinées ici. Alors tout ça, le dessin de la cible et l'impulsion, tout ça, ça résulte de simulations numériques extrêmement détaillées, qui sont pratiquées, enfin, je dirais, à Livermore, maintenant au centre Bruyère de Dame-Île-de-France, donc par les modélisateurs avec des codes très précis qui permettent de voir comment optimiser la configuration et la composition de la cible et la forme de l'impulsion. Et en même temps, comme il y a des diagnostics sur la manip qui permettent de suivre la température, ça, la température d'un plasma, c'est comparativement le plus facile à mesurer. Vous voyez ici l'évolution des températures au cours du temps, et tout ça, ça se passe en des temps qui se comptent en milliardièmes de secondes, ici des nanosecondes. Donc vous voyez, c'est des choses qui vont très vite. Et on a vérifié, alors on est capable de regarder, de faire une imagerie de la zone qui produit des réactions nucléaires. On fait de l'imagerie avec des neutrons. Bon, les neutrons, c'est des particules élémentaires. Bon, la mécanique quantique nous dit aussi qu'ils ont une longueur d'onde. Donc on a des systèmes de zones de Fresnel qui permettent de faire des images. Et il faut bien voir ici que chaque carré, donc ça c'est les différentes directions dans lesquelles ont été disposés les détecteurs, et chaque carré représente ici le côté, c'est 100 microns. 100 microns, c'est un dixième de millimètre. Donc vous voyez à quoi on arrive. Donc une petite zone qui réagit de quelques dizaines de microns. Alors ça veut dire qu'il y a eu un point chaud quelque part, puisque ce type d'expérience a produit une émission d'énergie importante qui commence à se comparer à l'énergie contenue dans les faisceaux laser qui ont créé l'implosion. Et évidemment, tout ça, ça a été analysé, ça a été repris par les codes numériques pour bien vérifier comment les choses, ça permet les codes numériques à ce moment-là permettent de reconstituer les événements de façon précise. On a suffisamment d'informations pour le faire avec les diagnostics. Et vous voyez le résultat. Alors les ROR, comme dit que c'était 2 grammes par centimètre carré qu'il faudrait atteindre, en réalité on n'y est pas. Là c'est pour le point chaud. Donc en gros, ce qui a été mesuré avec les neutrons. Et puis là, pour l'ensemble de la cible, vous voyez qu'il n'y a pas une énorme différence. Mais bon, ce point-là est un petit peu... enfin, n'a pas grand sens. Celui-ci, oui. Et puis, le 5 décembre, à 1h du matin, heure de Californie, bien pour la première fois, l'énergie de fusion, donc dans une configuration un petit peu différente de la cible, a été supérieure à l'énergie contenue dans les faisceaux laser. Ça a été 3 mégajoules contre 2 mégajoules. Et ça, c'est un résultat qu'on attendait depuis 50 ans. Donc, ça explique un petit peu le fait que ça a été quand même annoncé au plus haut niveau possible. Enfin, c'est tout juste si le président des États-Unis n'est pas venu.
il avait un emploi du temps trop chargé, mais c'est quand même au niveau du gouvernement américain, au niveau de la ministre chargée des problèmes énergétiques au niveau du gouvernement fédéral, c'est à ce niveau-là qu'a eu lieu la conférence de presse où a été révélé ce résultat. Alors, juste pour montrer qu'on est quand même dans une phase de succès, vous avez ici une figure qui vous montre au cours des années, donc sur la machine, alors je vous rappelle que le National Ignition Facility a été inauguré en 2009. Et bon, en principe, c'est réservé à des recherches qui sont plutôt du nucléaire militaire, mais il y a un certain nombre de tirs qui sont accordés à la fusion suivant les principes que je viens de vous décrire. Et vous les voyez ici. Donc les différentes couleurs correspondent à différents dessins de cibles. Alors après le premier résultat, vous voyez, il y a eu un dessin de cible qui a donné de bons résultats. On en a essayé un autre. Bon, entre-temps, on fait tourner les codes pour avoir de nouveaux dessins de cible. Et il y en a un qui a été tout à fait un succès tout à fait intéressant. Donc le 5 décembre 2022. Donc ça montre que apparemment du côté de Livermore, ils tiennent le bon bout, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et je vous le prouve en vous montrant un peu ce que signifient les gains dont je viens de parler. Alors le gain qui est attendu, hein, donc on n'a pas encore vérifié que ça marchait. Sur le projet ITER, vous voyez, c'est un gain de 10, ce que j'appelle le gain scientifique, hein, l'étape que les chercheurs se sont fixés comme caractéristique. Donc c'est un gain de 10 en puissance par rapport aux sources d'énergie qui servent au chauffage et à la génération de courant. Mais évidemment, si on rapporte ça à la puissance absorbée à l'entrée du site, ben en gros, on n'a plus qu'un gain de 1. Donc vous voyez qu'on est encore loin de quelque chose qui pourrait ressembler à de l'utilisation industrielle. Et c'est un peu la même chose pour le confinement inertiel. Donc, ce qui est obtenu, c'est 1,5 en énergie par rapport aux faisceaux laser, mais ces faisceaux laser, ils sont eux-mêmes créés à partir de lasers qui ont un rendement extrêmement faible. Ce qui fait que ça ramène à 1% par rapport à l'énergie nécessaire au fonctionnement des faisceaux laser. Donc, vous voyez, il faut relativiser. Mais bon, les étapes franchies ou à franchir sont significatives pour la communauté qui travaille sur ces questions. Donc ça veut dire que on n'est pas sorti d'affaires immédiatement. Et si on compare, donc je reviens un petit peu à ce que j'avais dit au début sur les chronologies de la fission et de la fusion, vous voyez que la fission, ça a été très vite. L'étape significative, ça a été la première réaction en chaîne. Alors là, ce n'est pas le 5 décembre, le 2 décembre 1942, avec le réacteur de Fermi. Et 10 ans après, on fabriquait de l'électricité avec des réacteurs nucléaires, même si c'était avec un rendement inférieur à 1. Mais on était capable d'envoyer de l'électricité sur le réseau. Dans le cas de la fusion, alors que par une voie ou par l'autre, alors bon, la bombe, on l'a eu très vite, mais après, comme je vous ai dit, la physique est telle, les lois de la physique sont telles que on a été très lentement et que on en est actuellement ITER, donc je vous l'ai dit, ça serait l'équivalent de la première réaction en chaîne, d'avoir ce gain de 10 avec, au sens où je l'ai montré tout à l'heure, quand la machine sera en fonctionnement, dans un délai que je suis bien incapable de vous raconter.
À l'époque des acteurs Reagan-Gorbatchev, on en était à 0,7 avec la machine ITER. Et puis voilà, on a ce gain de 1,5, donc qui sera peut-être considéré par les historiens comme l'équivalent de la première réaction en chaîne. Ça, l'avenir nous le dira. Alors, est-ce qu'on peut, donc vous voyez, je viens de vous placer ces nouvelles dans une histoire qui se déroule depuis 3/4 de siècle. Serait-il possible d'accélérer le mouvement? Alors, il y a une idée qui court depuis 1975 à peu près, peut-être même avant, mais enfin ça a été publié à ce moment-là, c'est de faire des hybrides fusion-fission. Alors il y a une bonne raison à ça, donc, je dirais une raison presque esthétique. Ce qui sort d'un plasma en réaction, ce sont essentiellement des neutrons de 14 MeV. Alors, comment utiliser ces neutrons? Alors évidemment, ce qui va se passer dans ITER, ou plus exactement dans la machine suivante, c'est que ces neutrons vont céder leur énergie à un caloporteur, donc pour aller vers une machine thermique et un alternateur pour produire de l'électricité. Accessoirement, ils peuvent régénérer le tritium. Alors on peut se dire quand même que d'un point de vue philosophique, faire des machines aussi compliquées qui mettent en jeu une physique aussi subtile pour simplement faire bouillir de l'eau, c'est pas satisfaisant pour l'esprit. Mais on peut faire des tas de choses avec des neutrons. On peut fissionner des noyaux lourds, on peut fabriquer des noyaux fissiles, on peut induire des transmutations et éliminer des produits de fission ou des actinides qui sont gênants dans les déchets radioactifs actuels. Donc à ce moment-là, on trouve un rôle comparable à celui des ADS, là, des choses inventées, enfin, dont Carlo Rubbia avait fait la promotion, donc avec des accélérateurs et des sources de neutrons, ou ce que propose Gérard Mourou, avec ce que maintenant on appelle partout le Mouroutron. Donc vous voyez, on peut faire des choses intéressantes avec les neutrons. Alors en particulier, si on fissionne de l'uranium, sachant que les neutrons ont 14 MeV et que l'énergie de fission, ça tourne autour de 200 MeV, vous voyez qu'il y a un gain d'énergie immédiat. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, si on a un hybride fusion-fission, les performances demandées à la machine à fusion n'ont pas besoin d'être aussi élevées qu'elles le seraient dans le cas de la fusion pure. Alors ça, c'est quelque chose qui est à l'étude assez doucement, mais c'est une idée à creuser. Donc je montre ici quels peuvent être les avantages et les problèmes posés par ce concept. Alors évidemment, il y a un problème dont on ne parle pas trop, mais par certains côtés, c'est la fin de l'argument d'une énergie nucléaire propre, puisqu'on revient à la fusion. Mais on peut éliminer les produits de fission. Donc il peut y avoir une discussion là-dessus, et vis-à-vis des antinucléaires, évidemment, seront vent debout, mais on peut leur expliquer que ça élimine les produits de fission. Et évidemment, ça peut avancer de plusieurs décennies la mise en pratique d'une fusion industrielle. Alors, juste pour vous montrer à quoi pourrait ressembler un espèce de complexe électronucléaire avec des réacteurs à fission et puis une machine à fusion de type tokamak qui a une couverture en thorium de façon à fabriquer de l'uranium 233. Et puis on avait fait quelques calculs sur le pouce avec des collègues de Grenoble qui montraient que ça pouvait, avec ça on pouvait faire fonctionner 6 EPR donc sur un même site
et sur lequel il y a toute la vie des éléments. Donc, à part évidemment les combustibles de base qui sont importés, eh bien, ça va jusqu'à l'entreposage de déchets qui sont faiblement radioactifs. Donc voilà le genre de conception auquel on pourrait arriver. Et puis, pour terminer, je n'oublie pas le lieu où nous sommes. Nous sommes dans un endroit qui s'appelle le Village by CA, et qui est en principe consacré à des start-up et des entreprises innovantes. Eh bien, il se trouve que dans le domaine de la fusion, il y a des entreprises depuis à peu près le début de ce siècle. Il se crée des entreprises qui sont des start-up, dont vous avez ici un certain nombre, enfin les logos d'un certain nombre, je ne pense pas les avoir toutes recensées. Alors elles sont de plusieurs types. Il y en a même une en France, à Grenoble, qui s'appelle Renaissance Fusion, alors qui veut exploiter un confinement magnétique, mais d'un type différent de celui que je vous ai présenté avec la boîte Tokamak, ce qu'on appelle un stellarator, c'est-à-dire un anneau sans courant, mais de forme assez tourmentée. Alors vous en avez qui partent sur la boîte Tokamak ici, celles qui sont entourées de verre. On a une dans l'est des États-Unis qui est associée au MIT et une autre en Grande-Bretagne, et qui ont travaillé essentiellement sur des aimants supraconducteurs, mais à haute, pour des supraconducteurs, température. C'est-à-dire que ce soit dans de l'hélium liquide, c'est dans de l'azote liquide, c'est beaucoup moins cher, et dans le but de faire des machines qui soient beaucoup plus compactes que la machine ITER que je vous ai présentée, donc qui est une machine dont vous comprendrez que vous voyez bien qu'elle est assez encombrante. Donc voilà le type de... Et ils ont des résultats justement sur ces aimants supraconducteurs qui en plus ont des champs magnétiques de transition suffisamment élevés pour pouvoir envisager des machines beaucoup plus compactes. Et puis vous en avez ici que j'ai marqué en rouge, alors qu'ils sont eux franchement futuristes, qui travaillent sur la mise en œuvre de la réaction proton-bohr 11, qui est une réaction aneutronique et qui produit uniquement de l'hélium, ce qui présente un certain nombre d'avantages. Évidemment, vous avez vu qu'elle pouvait être plus difficile à atteindre. Donc voilà, je dirais cette intervention de start-up dans la géographie de la fusion, ça rend assez optimiste pour l'avenir. Donc tout ce que je peux dire, c'est que la quête du Graal continue. Vous voyez, ça reste assez flou. Et puis, donc ça c'est un mythe relatif à la fusion. Il y en a un deuxième, c'est que j'avais intitulé sur la deuxième figure que je vous ai montrée, une entreprise prométhéenne. On y est. Comment reconstituer sur Terre le feu du soleil? C'était l'histoire de Prométhée. On espère que celle-ci, l'histoire de la fusion, se terminera bien. Je vous remercie. Monsieur Gobin, merci Oui. bien beaucoup pour cet exposé, aussi cette perspective de dynamisme, les startups, etc. Alors, j'ai une question en termes de méthode sur ces outils très importants, sur les codes de calcul. Est-ce que on a aussi tout l'historique des machines comme West, Torsupra, tout ça, en France, puis aussi au Jet. Est-ce que finalement, on a utilisé des codes de calcul très différents, spécifiques à la fusion, par rapport aux codes de calcul utilisés pour les réacteurs à fission, les codes d'équation de Boltzmann, le transport,
l'équation de Bataman, l'équation de la cinétique, etc. Donc, utiliser tous les outils gros code. Voilà, voilà la question. Est-ce que vous pouvez apporter un éclairage Bon, là-dessus? alors, les codes de calcul, les codes de simulation jouent un rôle essentiel parce que je dirais il n'y a pas, on n'échappe pas à l'emploi des codes de calcul. Alors il y en a qui sont relativement généraux. Par exemple, pour décrire une implosion, on utilise ce qu'on appelle de l'hydrodynamique lagrangienne, c'est-à-dire qu'on découpe le milieu en couches concentriques. Alors, elles-mêmes ces couches étant divisées en secteurs suivant qu'on va travailler à 2 ou 3 dimensions. Enfin bon, il y a toute une géométrie. Ça a un inconvénient, c'est qu'il y a un maillage, et un maillage c'est rigide. Donc il y a des phénomènes, en particulier des phénomènes d'instabilité du type simplement hydrodynamique, qui sont effacés par ce maillage. Mais en même temps, vous avez, superposé à ça, vous avez des codes de transfert de rayonnement ou de particules. Alors quand il s'agit de particules, bah, c'est du Boltzmann hors d'équilibre. Et quand il s'agit de rayonnement, bah, c'est des codes spécifiques que les astrophysiciens connaissent depuis un siècle. C'est basé sur les connaissances des astrophysiciens depuis un bon siècle. Donc voilà, de côté inertiel, côté magnétique, il y a aussi des tas de codes spécifiques parce que de la matière dans du champ magnétique, de la matière avec des particules chargées, des fluides chargés dans des champs magnétiques, bah, évidemment, ce n'est pas courant à ce point-là. Donc il a fallu développer des codes spécifiques. Et en particulier, on est capable de faire apparaître des déformations de la configuration magnétique et même il peut s'installer dans certains cas sur les ordinateurs une espèce de chaos dans les lignes de champ magnétique qui, au lieu d'être bien rangées pour contenir le plasma, commence à partir dans tous les sens et laisse des échappatoires aux particules pour quitter la zone chaude. Donc tout ça, c'est étudié et donc les codes jouent là-dedans évidemment un rôle essentiel. On n'avancerait pas, même si on peut trouver qu'on avance lentement, on n'avancerait pas sûrement en tout cas si on n'utilisait pas des codes qui sont extrêmement détaillés et qui, alors évidemment, il y a, je dirais, les progrès informatiques là sont essentiels parce que je me souviens que quand on travaillait, moi j'ai travaillé là-dessus dans les années autour de 1970, certains codes, ça prenait des temps de calcul qui se comptaient en jours quelquefois. Maintenant, des choses qui se comptaient en jours peuvent se faire sur un ordinateur portable en quelques secondes. Donc les progrès informatiques là sont essentiels pour Est-ce que accompagner ça. tous ces codes, est-ce que c'est une approche uniquement déterministe ou est-ce qu'il peut y avoir une approche stochastique, Ah, probabiliste, ben, il y a type tout, méthode il y a tout, il y a Monte Carlo? tout. Tout. Le transfert, par exemple, le transfert de particules, ça peut se faire à coup de Monte Carlo. Ça c'est pas. Alors, il y a Et aussi ça se fait. Hein. il y a aussi quelque chose de très important, c'est les données amont de ces codes, l'importance des données nucléaires, puisque là, il y a des neutrons de 14 MeV. J'imagine aussi qu'on a maintenant le recul avec les machines précédentes, avoir les Il n'y a sections pas seulement les efficaces, machines, il y a aussi toute la théorie qui a été faite. toutes les données Par nucléaires, on exemple, les a maintenant. les données nucléaires, bon, ça, je dirais que c'est un problème inépuisable. Parce qu'il faut envisager les sections efficaces de tout sur tout. Oui, tous Donc, les nucléides mais possibles. il y a eu un énorme travail de fait, et ça c'est un travail qui est fait depuis qu'on fabrique des réacteurs nucléaires, aussi qu'on fabrique des bombes. Donc il y a tout un travail qui est fait là, évidemment, il y a des données nucléaires qu'on peut mesurer, donc on ne s'en prive pas. Donc ça c'est aussi un volet important. Puis il y a celles qu'on ne sait pas mesurer, ou qui sont difficiles à mesurer, parce qu'un isotope radioactif rare, vous n'allez pas le mettre comme ça au bout d'un accélérateur. Donc on calcule, et on calcule avec toutes les ressources de la théorie quantique.
et on intègre ça dans les codes particuliers. Alors, je poserai une dernière question pour ma part. Revenons au Stellarator, qui, rappelons, est une machine allemande avec effectivement un bobinage très spécifique, très difficile à fabriquer, mais une géométrie qui permet de s'affranchir, donc, comme on a vu, d'un transformateur primaire ou secondaire à le plasma, et uniquement d'assurer le chauffage avec des injections d'ions neutres et d'ondes électromagnétiques, comme on a vu. Oui. Quelle perspective voyez-vous pour cette machine à l'avenir par rapport à la filière Tokamak? Alors, cette machine, elle a été inventée dans les années 50 par un astrophysicien qui s'appelait Lyman Spitzer, qui était un astrophysicien de Princeton et qui a construit les. Enfin, c'est parti d'une idée qui était comme quand vous avez un champ magnétique inhomogène, les particules dont on sait calculer les trajectoires, il y a des dérives. Et il faut compenser les dérives. Et la première idée de Spitzer, ça avait été, au lieu d'avoir un anneau, de le mettre en 8. C'est ce qui était exposé à Genève en 1958. Et donc, effectivement, ça rattrape les dérives. Et donc, c'est cette idée-là, alors que c'est le travail qui est fait par la configuration tokamak avec le courant et la géométrie du champ magnétique qui va avec, donc dans un céloïde replié. Ça rattrape aussi assez bien les dérives. On sait calculer ça depuis longtemps. Donc, alors la difficulté, c'est que pour sortir du 8 initial de Spitzer et faire une machine qui puisse éventuellement être extrapolable à un réacteur électrogène, eh bien, il faut savoir calculer des champs magnétiques avec une précision extraordinaire, et puis ensuite construire les enroulements avec la même précision. Donc il y a eu ce double défi, et pour ça, ben finalement c'est en Allemagne où effectivement il y a une machine qui fonctionne, qui a de très bons résultats. Alors évidemment elle n'est pas à la taille d'ITER, elle est à la taille à peu près de la machine actuelle de Cadarache, là, qui s'appelait Tortupra, et qui s'appelle maintenant West parce qu'elle a été reconfigurée. Les résultats sont tout à fait compatibles. Donc il y avait une double difficulté et qui n'a pu être surmontée que par des usinages au centième de millimètre sur des pièces qui font plusieurs mètres et des calculs de champs magnétiques avec un nombre de décimales impressionnant dans des volumes qui finalement sont assez grands. Le volume de plasma de Wendelstein à Greifswald, c'est quelques dizaines de mètres cubes, donc c'est beaucoup moins que les 800 mètres cubes d'ITER, mais il faut là-dedans avoir un champ magnétique qui est défini au dixième de millimètre près, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est la précision requise qui a demandé tout ce temps, hein, puisque l'idée, c'est parti de Princeton en 1950, et il y a eu une réalisation, je dirais, de taille intermédiaire actuellement. Ça paraît un gros défi. Et donc c'est ce genre de choses que les gens de Grenoble, donc qui sont apparemment très dynamiques, Renaissance Fusion, voilà, sont en train de vouloir compacter de façon à faciliter le passage au développement industriel. Très bien. Bon, je Il y a plein de questions. Ouais, c'est la suite de la question. Je voulais poser aussi une question sur le Stellarator. Mais est-ce que vous voyez un potentiel futur d'en faire une machine commerciale, ou est-ce que vous pensez que c'est trop compliqué à faire et qu'on n'y arrivera pas? Ben, les choses qui paraissent compliquées à une époque, c'est toujours un peu la même philosophie. Tout le monde sait que c'est impossible, puis vient un jour celui qui ne savait pas que c'était impossible et qui réalise. Donc c'est ce qui s'est passé un peu avec le Stellarator. Pendant longtemps, j'ai entendu dire on n'y arriverait jamais. Puis en fait, on y est arrivé à une certaine échelle.
Donc qu'on y arrive à une échelle au-delà ou plus compacte. Bon, ce qui paraissait impossible il y a 30 ans paraît maintenant plus. Je ne dis pas que ça va être évident, hein, mais ça paraît plus à portée que ça ne l'était il y a une ou deux générations. Oui, alors vous avez juste évoqué le terme, tout ça, ça se terminera par un alternateur. Oui. Alors, est-ce qu'on a des idées de comment on passe de la bille à quelque chose qui chauffe et qui fait tourner un alternateur ou sur ITER, comment est-ce que derrière on va faire du courant électrique? Alors, je vais revenir en arrière. Non, je suis parti dans le mauvais sens. Voilà. Vous avez ici des éléments que vous voyez ici, des espèces de blocs qui font à peu près 1 mètre carré, enfin ils sont rectangulaires, à peu près de 1 mètre carré de surface, d'une épaisseur de quelque chose comme 30 cm, et qui sont destinés à absorber les neutrons. Alors dans un réacteur, donc c'est ce qu'on appelle la couverture. Dans un réacteur, on va faire passer, donc ça chauffe. Les neutrons vont chauffer ce milieu. Donc vous allez faire passer un fluide caloporteur que vous allez récupérer quelque part à l'extérieur de la machine. Voilà la philosophie de base donc c'est dans la couverture que va se faire le transfert d'énergie entre l'énergie des neutrons et le caloporteur. Ensuite, une fois que c'est sorti de la machine, vous l'utilisez comme on sait faire. Il faut voir évidemment quelle sera la température du caloporteur, quel type d'alternateur on pourra mettre derrière. Enfin, bon, là, il y a des études d'ingénierie qui sont faites, mais je dirais, au stade où on en est, bon, c'est du projet d'école d'ingénieurs. François Gigère, Club Mine Énergie. Je reviendrai sur ITER et les problèmes sur ITER. J'ai cru comprendre que le TOR était constitué d'un certain nombre d'éléments venant de Corée, Oui. dont chacun pèse des centaines de tonnes, ou enfin, qui est extrêmement lourd de toute façon, et qui peuvent être introduits un à un. Et une fois qu'ils sont soudés les uns aux autres, j'ai cru comprendre qu'on ne peut pas les sortir. Donc ma question, c'est les secteurs sur lesquels il y a des fissures identifiées, est-ce qu'ils sont à l'intérieur soudés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les sortir, ou comment est-ce qu'on envisage l'avenir? Bon, on en est là. C'est-à-dire qu'il y a actuellement 2 éléments. Alors je ne sais pas si les soudures ont été faites, mais on en est à un stade où c'est réversible. On peut très bien. Alors, je pense que l'idée enfin, l'information que j'ai, c'est ça va être réparé sur place. Donc les fissures qui ont été repérées et diagnostiquées, c'est sur place que ça va se faire. Et donc ensuite, je pense qu'il y a eu de toute évidence un manque de contrôle de la part des Coréens quand ils ont expédié les éléments, et que je pense que c'est en Corée que ça va se passer, et qu'il va y avoir une exigence sur le contrôle des éléments avant qu'ils viennent, qui va être certainement très supérieure à ce qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais sur les éléments qui sont sur place, ça ne va pas être en Corée que ça va se passer, ça va être à Cadarache. Oui, sur place, c'est à Cadarache. Mais enfin, je dirais, les gens d'ITER se font fort de réparer ça sur place. Mais pour le moment, bon, c'est pas trop grave, puisqu'on en est à ce stade ici. Le TOR n'est pas fermé. Il y en a que 2 éléments. Oui, j'espère que votre vision optimiste est la bonne. Ça, chez EDF, lorsqu'il y a des fissures, parfois on est obligé de couper et de sortir. Oui, je sais bien. Donc Ça, voilà. non, mais ça, l'histoire des fissures, ça permet aux antinucléaires de se déchaîner en disant regardez, le nucléaire, ils sont pas foutus de faire des trucs sans fissures, enfin ils sont nuls.
C'est ce que Non, vous voyez, c'est ce que c'était vous pas voyez. mon propos. Mon propos était Non, de mais savoir c'est- non, mais c'est- comment ça serait traité industriellement. Ouais, alors industriellement, bon, pour le moment, je dirais le point important, c'est que les contrôles soient extrêmement rigoureux à l'endroit où on fabrique les pièces. C'est ça qui a manqué dans le cas, puisque Et à l'arrivée. bien sûr à l'arrivée, ça, il faut aux deux bouts. Donc, je dirais ça, c'est un peu ce qui arrive lorsque les fournitures viennent tas d'endroits différents sur la planète. Donc, J'aurais une autre question. Est-ce qu'il y a des indications crédibles de coûts cibles d'investissement rapportés à la puissance? Honnêtement, non. Non, là on est dans du projet. Je pense que les coûts initialement prévus ont déjà été largement dépassés. Alors tout ce qui est demandé au projet, c'est d'essayer de faire des prévisions à peu près réalistes et de ne pas les dépasser. Mais ça ne va pas au-delà. Merci bien. Bon, moi j'aurais, si vous pouvez bien, j'ai été peut-être un mauvais élève, j'ai pas bien compris le système des réacteurs hybrides, mais vous pourrez y répondre après. J'aurais une autre question générale. Bon, on voit qu'on dépense quand même beaucoup d'argent dans tout ça. C'est un peu la suite de la question de monsieur, là. On dépense beaucoup d'argent. Le réchauffement climatique, c'est urgent. On a besoin de solutions dans pas longtemps. Et on disperse toutes nos économies, qu'on n'a pas non plus d'ailleurs, mais enfin tout notre argent, dans différentes solutions nucléaires. On avait des réacteurs nucléaires à eau pressurisée d'EDF qui marchaient bien. On les a arrêtés pour faire un EPR qu'on ne sait pas fabriquer. On est obligé de faire maintenant un EPR2. Et puis, le monde nous dit qu'il faut développer des réacteurs à neutrons rapides si on veut avoir, avec une profusion de centrales, la capacité à récupérer les déchets pour fermer le cycle. Est-ce qu'on ne se disperse pas quand même dans de multiples technologies alors qu'il y a le feu dans la maison et qu'il faudrait des solutions immédiates? Je crains malheureusement qu'il n'y ait pas beaucoup de solutions immédiates. Enfin, les gens qui imaginent une transition énergético-écologique brutale sont des rêveurs. Les seules transitions énergétiques brutales sont des transitions vers le bas. C'est-à-dire que, pour citer un exemple, en France, on a diminué par un facteur 4 les émissions de gaz à effet de serre. Pouvez-vous me donner la date? A priori. 85 peut-être avec la... Quand on a fait le programme nucléaire. On a diminué de 30%. On a diminué d'un facteur 4 en 1940. Ah oui. Bah oui. Ça veut dire que ça correspond à un effondrement de la société. Les pays de l'Est ont diminué par rapport d'un facteur 2 leurs émissions de gaz à effet de serre en 1990-91 quand ça s'est écroulé, le système s'est écroulé. Et donc ça aussi, ça a été une catastrophe économique. Donc les transitions rapides, ça ne peut être accompagné que ça va dans un sens et c'est des catastrophes économiques. Donc le problème, c'est d'essayer de faire une transition à ce moment-là qui prendra du temps. La transition énergétique, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça sur un temps très bref. C'est quelque chose, et ça je crains malheureusement que la plupart des hommes et femmes politiques n'ont pas intégré cette idée-là. C'est quelque chose qui se fait sur une ou deux générations, si on veut que ça se fasse sans décroissance brutale correspondant à un effondrement économique. Donc c'est la réponse que je peux donner sur ce point. Bon, et si vous pourriez dire juste deux mots sur la... Enfin, oui. bon,
on ne continue pas là-dessus, mais enfin, il y a quand même des technologies. On voit, il y a des pays qui sont en train de développer des réacteurs de troisième génération, de quatrième génération, Oui. pardon, quand même, et qui annoncent des délais plus rapides. Mais bon, continuons pas là-dessus. Si vous pouvez passer juste une minute pour réexpliquer, enfin, en tout cas, si ça ne dérange pas les autres, moi, je n'ai pas bien compris le système des réacteurs hybrides fission-fusion. Eh ben, on utilise les neutrons pour créer les neutrons produits par la fusion pour créer des fissions et gagner un facteur 10 pour une réaction de fusion nucléaire. Vous avez une réaction de fission, et ça peut se faire du 238 hein, ou du thorium ou d'autres éléments qui va vous donner 200 MeV. Donc vous avez un facteur d'amplification supplémentaire. Le réacteur à fusion fonctionne lui-même en amplificateur et vous rajoutez un étage d'amplification. La fission, elle est auto-entretenue, donc de toute manière, Le micro s'approche. La fission, elle est auto-entretenue, donc qu'on apporte des neutrons en plus ou pas, ça change rien au rendement de la fission, non? Non, bah non, c'est différent parce que la fission, si vous n'avez que de la fission, bon, c'est ce que j'avais marqué au début, on gère un flux de neutrons, on gère des neutrons. Hein, vous gérez, je ne sais pas, 50-100 grammes de neutrons à l'intérieur d'un réacteur. Donc, dans un système comme les systèmes réacteurs sous-critiques de Roubiat, à ce moment-là, vous gérez un flux de neutrons à partir d'une source de neutrons. Je dirais que c'est une logique assez différente. Et dans la même logique, ou dans la Oui. même dans la suite sur les réacteurs hybrides, si je comprends bien, il faut quand même avoir développé un réacteur à fusion sur lequel, dans le long terme, on arrive à tenir un plasma stable. Oui. C'est-à-dire, si par exemple ITER est une réussite, ce qui devrait, parce que les performances demandées au niveau d'ITER sont pas, enfin, c'est pas un saut énorme, c'est pas un saut dans l'inconnu ITER. Donc a priori, on ne voit pas pourquoi ça ne marcherait pas. En plus, les flux de neutrons sont comparables à ceux qu'il y a à l'ILL, donc dans le réacteur à haut flux de Grenoble, où il y a les flux d'ITER, donc les flux sur la couverture sont à peu près de cet ordre-là. Donc c'est quelque chose qu'on sait gérer. Donc vous n'avez pas besoin d'aller au-delà d'ITER, par exemple, pour faire un réacteur hybride. On pourrait même faire, ça le programme ne le prévoit pas, mais ça serait tout à fait possible. Vous pourrez très bien faire des manips, puisque les éléments de couverture, alors contrairement aux parois de la chambre à vide, eux, on peut les extraire et les remplacer. On pourrait très bien imaginer que des éléments soient conçus et réalisés pour tester justement ce concept à partir du flux de neutrons, voir comment on crée de la fission et quels sont les rendements, parce que les calculs c'est bien, mais l'expérience c'est quand même mieux. Donc et une machine au niveau d'ITER, quand je vous ai présenté le schéma ici, donc c'est une machine au niveau d'ITER. Donc on n'a pas besoin d'aller au-delà d'ITER pour faire un hybride fusion-fusion. Donc vous gagnez un facteur 10 par rapport à ITER, c'est-à-dire vous avez 4 gigawatts thermiques. Avec une conversion habituelle, vous pouvez tirer 1 gigawatt électrique sans trop vous fatiguer sur les rendements. Donc vous voyez l'idée. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Deux questions au sujet de la fusion par confinement inertiel. La question avait été posée, mais je suis intéressé à la réponse. Quand on est sur un confinement inertiel, si ça fonctionne avec l'amplification qui va bien, comment est-ce qu'on récupère ça? Comment est-ce qu'on récupère l'énergie?
d'un point de vue machine. Alors bon, il y a eu des projets, de chaleur. même depuis très longtemps, on a imaginé des dispositifs, par exemple d'imaginer de créer d'installer la cible que je vous ai montrée au milieu d'une fontaine de lithium. Donc le lithium, ça coule à des températures pas trop élevées, donc vous faites couler du lithium avec le vortex qu'il faut pour avoir un vide au centre, et puis vous pouvez récupérer l'énergie des neutrons dans cette fontaine de lithium. Voilà un des exemples de ce qui a été imaginé, mais depuis longtemps. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans la littérature depuis les années 70. C'est venu très tôt, ce genre de choses. Donc il n'y a pas de question autour de ça, il n'y a pas d'enjeu de recherche autour de ça. Alors, il y a eu quelques recherches faites aux États-Unis. Je sais qu'il y a des boîtes, donc des sous-traitants de l'AEC qui ont fait des manips justement pour montrer qu'on pouvait bien effectivement réaliser ce type de fontaine à lithium, mais on ne les a pas mises en service puisque on est encore au stade très préliminaire de la fusion elle-même. D'accord. Et deuxième question, ça concerne aussi la fusion par confinement inertiel. Alors peut-être que c'est un peu confidentiel, c'est avec le laser mégajoule, est-ce qu'il y a des contributions à de la recherche civile de cette installation qui a... Alors, il y a, en principe, ce qui avait été convenu avec le laser mégajoule, c'est que 10% du temps serait réservé à des organismes extérieurs au CEA. Alors à ces 10%, il faut rajouter... Alors à l'intérieur du CEA, évidemment, vous pouvez aussi faire des manips de fusion, et je pense qu'il s'en est fait au laser mégajoule, mais je dirais que assez curieusement, côté CEA, on est beaucoup plus discret, même sur les problèmes purement de fusion inertielle, qui n'ont pas grand-chose de militaire dans l'âme, que par exemple les gens du Vermort. Est-ce que pour autant, l'outil, le grand instrument qui est le laser mégajoule, dans sa conception, a des performances ou des capacités à faire avancer la recherche fondamentale ou oui, scientifique absolument, parce inertiel. avec ce genre d'énergie laser, surtout la puissance, ce que ça représente comme intensité laser sur une cible, vous pouvez faire des choses. Il y a toute une physique à faire. Et pour autant, les résultats sont pas. Il n'y a pas des choses qu'il faut progresser la science et qui sont utiles au sein du CEA ou. Qui soient utiles, on ne sait pas. On fait de la science. Vous avez par exemple une équipe comme l'équipe de l'école polytechnique, où il y a un laboratoire de recherche fondamentale sur l'interaction lumière-matière, lumière-laser, et en particulier avec les intensités que permettent les inventions de notre prix Nobel Gérard Mourou, qui permettent d'envisager des choses extraordinaires. Par exemple, d'ailleurs, il y a une conférence à Orsay dans quelques jours là-dessus, par exemple, d'avoir des concentrations d'énergie lumineuse telles qu'on peut faire des tests de relativité générale. Donc on peut faire... Moi, je voulais revenir sur oui. le processus là sur les clairs, c'est très important. Bon, vis-à-vis de la transmutation des déchets à vie longue, des déchets à vie longue à haute activité actuelle. Bon, actuellement, effectivement, on a les produits de fission qui viennent de la Hague, et on a aussi les actinines mineurs. Oui. Bon, ce sont les actinines mineurs qui représentent une très grande activité, la plus grande activité en nature. Alors, on peut rappeler que actuellement, avec le retraitement, par rapport à du combustible qui n'est pas retraité, du combustible non retraité, stocké, on aurait une période très longue, de l'ordre presque d'1 million d'années. Avec les dispositions actuelles, le cycle du combustible en France, on a quelques dizaines de milliers d'années à peu près en nécessité de stockage, avec donc les actinines mineures
et les produits de fission. Et si effectivement on arrive à transmuter, alors c'est pour ça que ça m'interpelle, parce que quand on dit produits de fission, il y a aussi beaucoup des actifs mineurs. Oui. Hein. Si on arrive à les transmuter, il faut donner un ordre de grandeur, on arrive à quelques centaines d'années à baisser la durée nécessaire du stockage à quelques centaines d'années, ce qui, je dirais, en termes de on baisse gestion, l'activité en même temps. et on baisse l'activité. Quelques centaines d'années. Non, mais ça, pas... c'est toute la philosophie. Ça peut aussi bien se concevoir dans le cadre de la 4e génération des réacteurs à neutrons rapides. Oui. Ils sont capables aussi de participer à ce genre d'activité, comme les assemblages accélérateurs, assemblages sous-critiques de Rubia, et comme les Routron ou ce genre de dispositifs. Tout ça pour rappeler les enjeux en termes de gestion. Voilà. Donc ça vient en concurrence avec la 4e génération. D'ailleurs, c'est quelque chose, c'était un des arguments scientifiques qui avait été émis à propos d'ITER en disant ça va venir concurrencer la 4e génération sur un certain nombre de points, dont celui-là. Oui, on va concurrencer, tout est bon. Est-ce qu'il y aurait des questions? J'ai une question sur le financement de la recherche civile dans le domaine inertiel, dans le domaine magnétique. Est-ce que le domaine inertiel n'a pas été un peu délaissé entre, disons, 92 et 2006 par rapport au domaine magnétique? C'est-à-dire les financements sont complètement, en gros, n'ont rien à voir. Le financement dans le domaine magnétique, il y a des financements nationaux sur un certain nombre d'installations qui participent au programme ITER, donc qui fonctionnent avec des financements, puis un petit peu de financement. Et le financement d'ITER, par exemple, est un financement international. Maintenant, il faut peut-être, à propos des... Quand on dit que ces choses-là sont chères, on peut relativiser. Je tiens de quelqu'un de Total le coût de la mise en œuvre d'un gisement à 500 000 barils par jour. C'est 20 milliards d'euros, ou dollars. En gros, c'est ça. Donc, quand je vois des chiffres comme ça, je me dis que la recherche, c'est pas tellement cher. Donc ça, c'est un point de vue de scientifique. Rappelez-nous combien ça a absorbé, là, le programme ITER. Pardon? Micro. Oui, simplement, je suis un ancien du pétrole. Il y a un retour sur investissement de 2 ans et demi à 3 ans. Oui, ça, donc, évidemment, les conditions économiques n'ont rien à voir, je suis bien d'accord. Non, mais c'est quand même, c'est histoire de comparer. Dans le domaine énergétique, cette comparaison est rarement faite. Les investissements qu'on met sur des nouveautés, comparés à des investissements qui sont courants dans le cadre d'une industrie énergétique. Alors, ce qui veut dire que multiplié par le nombre de gisements à 500 000 barils par jour qu'on met en exploitation chaque année, ça peut faire des sommes assez faramineuses. C'est toujours le même taux de retour. Ah oui, mais il y a le taux de retour. Encore qu'il ait tendance à baisser, le taux de retour. Mais bon, ceci dit, on n'est pas du tout dans un cas, vous êtes sur des procédés industriels qui ont fait leurs preuves, qui marchent, et dans l'autre cas, vous avancez vers un but que vous êtes fixé, mais dont vous ne savez pas si à la fin, vous serez capable de l'atteindre. Voilà. C'est toute la différence. Une question par rapport à notre laser mégajoule à Bordeaux. Oui. Est-ce que nous, on était loin du taux, est-ce qu'on était proche plutôt de la ligne de l'ignition, en fait, comme on était loin du résultat des Américains, en gros? La réponse c'est que notre laser mégajoule, autant que je sache, il n'est pas encore mégajoule. C'est-à-dire que ce que les Américains ont été capables de faire, de monter en une dizaine d'années, mettons, et avec un bon triplement de budget,
On le fait chez nous beaucoup plus lentement. Déjà, on a abaissé le nombre de chaînes en parallèle, qui était au départ de 240. Actuellement, on est à 178. Ça, c'est le but. Et ce sont des rumeurs. Hein. Je ne peux pas vous... Parce que c'est des chiffres qui ne sont pas lâchés dans la nature. D'après ce que j'en sais, on aurait dépassé la moitié. Donc, vous voyez, on n'a pas encore la performance laser qui permet de reproduire ce qui a été fait à Livermore. Mais au niveau de la capsule, on a la technologie qu'il faut? Ah oui, ça on sait faire. C'est des études de fabrication de cibles adaptées au confinement inertiel. Ça c'est quelque chose qui avait été commencé au CA Limeil au début des années 80. Mais par contre, pour l'industrialisation et pour une utilisation en continu, on est très loin. On est très loin, ouais. Mais bon, il va falloir encore innover. Est-ce que vous pourriez compléter la comparaison sur le financement en revenant sur le financement inertiel? Est-ce que c'est purement militaire ou est-ce que c'est... Donc on connaît à peu près le coût alors le coût affiché de l'installation américaine, ça tourne autour de 5 milliards de dollars. Alors avec le temps, vous savez que quand un projet traîne, les prix dérivent vers le haut. Donc je ne sais pas du tout où ça peut nous mener côté laser mégajoule, puisqu'on le fait par incréments annuels qui doivent dépendre de l'état des finances publiques, qui en France est toujours assez problématique. Ce qui explique la difficulté effectivement de construire de façon nationale des installations aussi grandes qu'un laser mégajoule.